Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce live LinkedIn BNP Paribas. Investir pour rebondir, comment s'appuyer sur le prêt participatif relance. Alors vous en avez peut-être déjà un peu entendu parler, mais il est très récent. C'est pourquoi on a voulu vous proposer à vous, à la fois dirigeants ou DAF de PME et d'ETI, une présentation plus détaillée de ce dispositif qui est inédit. Alors vous aurez à tout moment la possibilité de poser des questions sur le chat, bien évidemment. Avec nous, Clotilde Kilikini, bonjour. Bonjour. Clotilde, vous êtes la directrice de la clientèle entreprise Île-de-France pour BNP Paribas. Vous êtes au contact direct de ces dirigeants. Absolument. Moi, je suis l'une des adjointes d'Alain Breffey, qui est le responsable du marché entreprise en France. Et j'ai plus particulièrement la responsabilité de 11 centres d'affaires qui suivent 27 000 clients. Et avec nous également, Frédéric Distasio, vous êtes directeur commercial et marketing de la clientèle entreprise. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes plus orienté sur le développement commercial. Oui, c'est ça. Donc moi, je m'occupe de développer l'activité de nos clients, développer l'activité de la banque. Tout ça est très lié. Et on va le voir, prêt participatif relance, c'est une bonne occasion de développer mutuellement nos business, mais c'est d'abord l'occasion de développer celui de nos clients. Et on compte sur vos éclairages à tous les deux pour nous aider à mieux comprendre ce qu'est le PPR, le prêt participatif relance, et bien sûr quels en sont les avantages pour les dirigeants et les DAF. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Clotilde, si vous le voulez bien. Quelques mots peut-être sur le contexte général dans lequel est lancé ce PPR. Alors d'abord, je le rappelle, on est pratiquement date pour date aujourd'hui, un an après le lancement du prêt garanti par l'État. Donc le prêt participatif relance va être le troisième dispositif de place. Les deux premiers, le moratoire puis les prêts garantis par l'État, étaient des dispositifs qui avaient pour but de préserver la trésorerie des entreprises pendant la crise. Et puis ensuite, on s'est aperçu, les pouvoirs publics, les banques, les assureurs, que la relance allait être probablement assez forte et qu'il fallait que nous soyons en mesure d'accompagner nos clients dans la relance, dans la reprise de l'économie, dans la croissance. Et le prêt participatif relance, il est vraiment un nouveau dispositif de place, mais destiné à accélérer la relance et la reprise économique par nos clients. Et s'il fallait présenter ce PPR en quelques mots, on va le détailler bien sûr dans ce live, mais déjà nous donner un peu sa carte d'identité. Sa carte d'identité, c'est un dispositif qui est long. C'est une dette junior, c'est-à-dire qu'elle se rembourse à la toute fin, après les autres dettes et juste avant le capital. Mais c'est surtout un financement long, puisqu'on part sur 8 ans, avec un premier amortissement dans 4 ans seulement. Et donc, moi, j'assimile vraiment ça à une dette patiente, non dilutive, qui permet de financer soit des projets de développement, soit des projets de transformation numérique, écologique, soit des sujets de recherche et développement, par exemple, qui vont générer des cash flows dans 4 ou 5 ans. Donc, c'est un outil parfaitement adapté dans le contexte actuel de relance post-crise. Et à partir de quand les clients entreprises BNP Paribas vont-ils pouvoir le demander concrètement, ce PPR? Et puis, pendant combien de temps vous allez le proposer? Alors, ce prêt va être proposé à nos clients. Donc, déjà, nos équipes sont toutes prêtes à en parler. Tous les dispositifs de mise en place sont en place, si je peux me permettre de répéter. On va le diffuser à partir du 16 avril et le décret prévoit une distribution jusqu'à juin 2022, fin juin 2022. Donc, il y a le temps. Il y a le temps de bien réfléchir au projet que ce dispositif va aider à financer pour avoir ce dialogue avec la banque. Mais voilà, en tout cas, disponible dans 8 jours. D'accord, donc on est vraiment dans les starting blocks là, c'est pour le 16 avril. Oui, tout à fait, mais on est prêt. Est-ce que ce PPR ne sera proposé qu'à vos clients, vos entreprises clientes déjà auprès de BNP Paribas? Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet qui a été discuté par la place et il a été décidé que les banques distribueraient le prêt participatif relance à leurs clients essentiellement. Alors Clotilde, pour de nombreux dirigeants et directeurs financiers d'ETI et de PME, puisqu'on le rappelle, c'est vraiment vers eux que se dirige ce PPR, majoritairement ce sont eux qui nous écoutent en ce moment, quel est l'intérêt vraiment concret de souscrire ce prêt participatif relance, ce PPR? Alors moi, j'ai la conviction, et c'est ce qu'on partage avec l'ensemble de nos équipes, que le PPR
va être l'un des outils de financement de l'accélération économique de nos clients. Il n'a pas vocation à être tout seul. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir à un moment, dans l'ensemble des solutions de financement, une brique qui, encore une fois, est une brique avec un premier amortissement dans 4 ans. Donc ça, pour les entrepreneurs, c'est quand même un très bon point. Ça leur laisse du temps pour investir, pour faire une croissance externe et avoir le retour sur investissement, pour, encore une fois, faire des investissements de recherche et développement dont ils tireront les fruits dans quelques années, pour faire des travaux, pour changer leur mode de production et faire en sorte qu'ils soient plus écologiques. Mais tout cela portera ses fruits dans plusieurs années. Donc voilà, le principal intérêt, c'est un des outils qui permet d'avoir un recours assez long et finalement une certaine sérénité par rapport aux échéances de remboursement. Mais il est bien question ici d'investissement, vous l'avez souligné. Frédéric Distasio, pourquoi le PPR est un outil idéal pour ces entreprises? On l'a dit, c'est une des ressources stables sur un financement qui est long. Il y a 4 ans de différé d'amortissement et puis 4 ans d'amortissement ensuite, linéaire. Donc, ça permet vraiment de s'acheter du temps, effectivement, de s'acheter du temps lorsque vous allez investir dans un nouveau projet, qu'il soit de croissance organique ou qu'il soit d'une croissance externe. Vous avez besoin de faire en sorte que cet investissement monte en puissance et vous allez pouvoir capitaliser sur les cash flows sur les 4 premières années. Donc, ça va vous permettre, de voir comment ça se passe, et 2, de renforcer votre situation financière. Et donc, vraiment, l'intérêt du PPR, il est là, c'est-à-dire s'acheter du temps pour pouvoir bien réussir son investissement qui va être souvent des investissements qui vont être pivots pour les entreprises. Alors, juste pour bien comprendre, quelle est la différence entre le fameux PGE, le prêt garanti par l'État, que beaucoup d'entreprises ont sollicité, et le PPR? Alors, le PGE, on était dans une logique de sauvetage, une logique de gestion de crise. On est venu injecter massivement, grâce au soutien de l'État, 136 milliards à date, aujourd'hui, pour presque 670 000 entreprises. Pour BNP Paribas, c'était 18 milliards pour 70 000 entreprises. Donc, vous voyez qu'on a largement joué le jeu, mais comme toutes les banques. Donc, c'était vraiment pour sauver, à un moment clé, tout début de la crise sanitaire, la trésorerie des entreprises. Là, on est vraiment avec le prêt participatif relance sur un objectif. Les chiffres qui ont été donnés, c'est autour de 15-20 000 max, 15-20 000 clients, entreprises qui vont souscrire ce dispositif. On est vraiment pour accélérer sur des projets de relance, pour anticiper le rebond, pour donner la capacité à notre économie de repartir de l'avant. Et donc, c'est vraiment ça qui fait la différence. On est dans le premier cas, sur les PGE, sur un dispositif de sauvetage. Dans le deuxième cas, comme son nom l'indique, sur un dispositif de relance. On y voit déjà un petit peu plus clair. Alors, il y a déjà quelques questions sur les garanties. On y reviendra tout à l'heure. Juste avant, je voudrais qu'on parle des conditions d'éligibilité. C'est un petit peu la base, peut-être par là où il faudrait commencer. Frédéric, quelles sont ces conditions? Voilà. Comment en bénéficier? Quelles sont les règles? D'accord. Alors, la première chose, c'est déjà d'avoir un projet. Et donc, dans le décret, c'est bien spécifié, effectivement, qu'il faut avoir un projet, un plan d'affaires bien détaillé. Ça, c'est la première chose. Ceux qui sont éligibles, c'est très simple. Si vous avez un numéro de sirène en France et au moins un salarié, vous êtes éligible. Et puis, il faut être client pour ce qui nous concerne de BNP Paribas, évidemment, ça, comme l'a rappelé Clotilde tout à l'heure. Et enfin, il y a un critère de note de Banque de France, 5+, qui doit être coché par les entreprises, 5+ ou mieux. Donc, la notation par la Banque de France entre en ligne de compte. Elle est importante. Oui, elle est importante. Et comme d'ailleurs le sera... oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Je voulais que vous rebondissiez sur cette notation, justement. D'accord, oui. La notation Banque de France, effectivement, c'est un élément important puisque ça matérialise la santé des entreprises. Je rappelle que nous sommes dans un dispositif où les assureurs apportent des fonds des particuliers, dans un dispositif qui est certes garanti par l'État, mais à hauteur de 30%. Et puis, les banques, nous gardons quand même 10% de ces créances, des prêts participatifs non bilans. Donc, il faut que ce soit un dispositif qui soit discipliné et qui soit fait en bon respect des règles d'investissement pour les finances publiques comme pour les investisseurs particuliers. Donc,
oui, il faut avoir une celle de France. Et puis, il y aura aussi les critères d'appréciation des banques qui vont jouer, évidemment, avec y compris leur notation interne. Alors là, on a une question de Julien Petrucci qui nous dit « Bonjour, la Banque de France dit qu'il n'y a pas de contrainte sur la notation et que chaque banque gère son risque. » Ah, là, j'ai l'impression qu'il y a eu deux infos un peu contradictoires. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus clairement? Aujourd'hui, à date. Oui, tout à fait. En fait, au départ de ce projet pré-participatif relance, il est assez vieux puisque ça fait depuis l'été que nous y travaillons dessus. On travaille avec la place, on travaille avec les différentes parties prenantes, investisseurs, assureurs, etc. Donc, on a toujours eu ce sujet de la notation Banque de France. Nous, on le garde comme étant un critère à l'octroi. D'accord. Après, chaque banque est libre de faire comme elle le souhaite. Il n'y a pas dans le décret, si c'est ça que nous dit l'internaute, il n'y a pas dans le décret une référence explicite à la référence à la notation Banque de France 5+. Cela étant dit, dans les discussions qu'on a menées jusqu'à présent, on a fait beaucoup référence à cette notation. Alors, une autre question, et je rebondis dessus, est-ce qu'il y a une limite au chiffre d'affaires des PME et ETI pour être éligibles au PPR? Peut-être toujours Frédéric, à moins que Clotilde veuille. Oui, non, je peux Vas-y. Allez-y. Donc, pour être éligible effectivement à ce dispositif, il faut être soit une PME au sens de l'Union européenne, c'est-à-dire minimum de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ou une ETI, donc jusqu'à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. D'accord. Ça exclut les grandes entreprises et ça exclut les TPE. Alors, j'ai ensuite quelques questions. On ne va pas rentrer vraiment dans le détail, c'est plus oui, non, une réponse très rapide que j'attends de votre part. Est-ce que certains secteurs d'activité sont d'office exclus du PPR? Vous m'entendez, Frédéric? Alors, oui, il y a Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont exclus? Alors, il n'y a pas de secteurs en tant que tels qui sont exclus. Il y a des types d'opérations qui sont exclus. Les opérations, typiquement des opérations immobilières, par exemple, sont exclues. Les opérations de type cash-out sont exclues. Les opérations patrimoniales sont exclues. Mais il n'y a pas de secteur d'activité qui soit exclu. En revanche, les assureurs vont au travers du fonds, vont encadrer les concentrations sectorielles. C'est-à-dire que le fonds va être assez représentatif de l'économie française dans sa globalité, et donc ils vont veiller à ce qu'il n'y ait pas de surreprésentation de tel ou tel secteur. Une société qui rembourse normalement un plan de sauvegarde est-elle éligible au PPR? Alors non, parce que les sociétés qui sont sous plan de sauvegarde ne sont pas éligibles au prêt participatif relance. Pour les sociétés détenues par un fonds d'investissement, qu'en est-il? Alors, pour les sociétés détenues par des fonds d'investissement, ce qui est clair à l'heure actuelle, c'est que celles qui sont détenues par des sponsors financiers à hauteur de 50% ou plus sont exclues. Voilà, mais toutes les autres ne le sont pas. On a Philippe Grandier qui nous demande si le PPR pourrait être utilisé pour financer des projets de croissance externe. Tout à fait, c'est tout à fait le cas. Donc, croissance interne, croissance organique et croissance externe sont effectivement les deux types de projets qui sont bien entendu éligibles. Donc, c'est tout à fait possible, y compris hors de France d'ailleurs. Si vous avez des projets d'accroissement de votre activité en dehors de l'Hexagone, ils sont tout à fait éligibles à ce type de financement. Merci Frédéric pour ce tour d'horizon. Donc, c'était les conditions d'éligibilité au PPR. Bien entendu, on le rappelle, c'est en échangeant directement avec leur chargé d'affaires que les dirigeants et les DAF pourront connaître, oui ou non, la confirmation que leur entreprise est bien éligible. Donc, c'est à eux de faire cette démarche. Passons aux conditions d'octroi. Oui, je vous écoute. Oui, je dis, il faut peut-être préciser aussi que évidemment, là, on est très en amont, puisque le lancement, on l'a dit, c'est le 16 avril. Il y aura, comme pour le PGE, la sortie de doctrines type FAQ, donc les foires aux questions qui seront réalisées par les services de l'État, pour pouvoir préciser vraiment dans le détail tout un tas de cas particuliers, parce qu'il y en a énormément de cas particuliers. On l'a vu pour le PGE, il y en aura sans doute pour le PPR. Voilà. Et si déjà, dès aujourd'hui…
Si dès aujourd'hui, certains dirigeants ou même certains internautes ont envie d'en savoir plus, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site de BNP Paribas? Est-ce qu'il y a déjà une page dédiée ou elle est en cours? Non, en fait, pour l'instant, on avait lancé une page informative, mais qui était très, très en amont du projet, autour de février. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop mis de choses comme ça, parce que énormément de discussions sont en cours. Tout à l'heure, je viens de sortir d'une réunion interne, pardon, sur ce sujet-là. Ce soir, on en a d'autres avec la place. Donc, vous voyez que c'est ongoing et que tous ces sujets-là sont très mouvants. Donc, on va petit à petit faire en sorte de bien serrer tous les sujets et de bien préciser tous les sujets. Mais on l'a vu pour le PGE, ça nous a pris à peu près deux mois pour bien stabiliser dans les détails, parce que c'est une affaire de détails, dans tous les aspects et les questions que les internautes auront. Et on comprend bien. À présent, parlons donc des modalités d'octroi avec vous, Clotilde Kilikini. Est-ce que vous pouvez nous décrire le processus, on va dire, standard? Oui, tout à fait. Alors, la première démarche pour les chefs d'entreprise, c'est d'aller voir leur chargé d'affaires. Et d'ailleurs, quand vous posiez la question de la page, moi, je crois que derrière tout cela, il y aura des projets. Derrière tout cela, il y aura un business plan, il y aura des investissements. Je vois en même temps les questions, que ce soit des investissements, encore une fois, de croissance externe. Je voulais juste rappeler qu'aucune garantie ne sera demandée à l'entreprise. Donc, il faut aller voir le chargé d'affaires, présenter son projet de croissance externe, son projet de transformation digitale, son projet de R&D, enfin son projet d'acquisition de machines-outils. Et c'est sur la base de ce projet que le banquier va se forger, comme d'habitude, sa conviction. Sur la base, je réponds aussi à une question, sur la base des capacités de remboursement de l'entreprise, mais bien évidemment en sortie de crise, pas uniquement. Et évidemment qu'on va s'attacher à regarder la rentabilité prévisionnelle, les revenus prévisionnels de la nouvelle activité que l'on va financer, par exemple, et qu'on aura un regard extrêmement... on n'aura pas un regard rétroviseur, on aura un regard capacité de l'entreprise, parce qu'à la fin, il faudra bien rembourser, mais évidemment capacité apportée par les revenus que généreront le sous-jacent du financement que l'on met en place. Donc, votre banquier, votre chargé d'affaires va se faire sa conviction. Ensuite, il va aller, comme d'habitude, présenter ça dans notre process crédit habituel, et puis la banque se positionnera. Mais la grosse différence, effectivement, avec le prêt garanti par l'État, c'est l'appréciation qui est laissée à la banque d'accompagner par ce financement le projet de son client. Si une entreprise cliente entre donc dans les critères d'octroi avec une cotation à 5+ de la Banque de France, est-ce que BNP Paribas est dans l'obligation de lui accorder ce PPR? Alors non, la banque n'est pas dans l'obligation et comme toujours, en fait, le banquier, il est laissé libre là dans ce dispositif, l'appréciation de la banque sur la qualité, sur sa conviction, sur le projet qui sera apporté par le client. Et c'est pour ça qu'il est très important, et dans la discussion avec le chargé d'affaires, il est très important d'avoir un document qui étaye, et ça c'est une grande différence avec le prêt garanti par l'État, où encore une fois, comme l'a dit Frédéric, on était dans le sauvetage de trésorerie, donc on ne demandait pas de documents. Là, on va financer un projet de développement, et donc le banquier qui va se positionner, il a besoin de forger sa conviction sur des éléments que fournira l'entrepreneur. Mais encore une fois, moi, c'est un dialogue qu'on a l'habitude d'avoir avec vous, avec nos clients, et on est très habitué à ce type de discussion. Quel type d'analyse allez-vous faire justement de ces dossiers? Alors, on va faire une analyse sur la prévision de chiffre d'affaires, les éventuelles difficultés qui peuvent altérer un petit peu la production de revenus, la rentabilité de l'opération. On va regarder comme toujours, on va avoir une appréciation globale du marché, du positionnement, du management, comme ce que l'on fait à chaque fois que l'on finance des projets de développement. Là, la différence, c'est que ce produit-là, pour le coup, la grosse différence, c'est que, et ça c'est considérable, c'est que l'entrepreneur ne pourra rembourser que dans 4 ans. Donc ça donne, et ça on va former nos banquiers pour ça, et on va évidemment en tenir compte, on a du temps tous ensemble pour se dire que les premiers revenus générés par le projet que l'on finance, eh bien, on peut se permettre d'attendre qu'ils produisent leurs fruits dans 4 ans. Question très concrète, mais qui j'imagine intéresse beaucoup nos internautes qui vont sur les questions, vraiment sur le chat. On en a beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, même si une partie des questions vont déjà être posées juste après. Est-ce qu'on peut cumuler plusieurs prêts?
avec ce PPR? Alors oui, tout à fait, hein. Comme je l'ai dit, le PPR est l'une des briques de la solution, de l'ensemble des solutions de financement d'une entreprise, qui vont commencer par les fonds propres, voilà, par la dette court terme pour les BFR, qui peuvent aller jusqu'à l'affacturage pour financer la relance économique et je l'espère, les commandes qui arriveront. Donc le PPR, le prêt participatif relance, est l'une des briques. Et il se couple tout à fait avec un PGE qui, lui, que l'entreprise va choisir d'amortir. Il se couple aussi, hein, je rappelle que le prêt participatif relance fait partie d'un dispositif de place qui à hauteur de 20 milliards. Il y a 14 milliards qui sont fléchés vers ces prêts participatifs relance sur 8 ans. Et puis, il y a 6 milliards qui sont fléchés vers un système d'obligations, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui parce qu'en une heure, on n'aurait pas le temps. Mais il y a quand même 6 milliards qui ont été fléchés vers un système obligataire. Le PPR s'accompagne-t-il d'une assurance emprunteur? Alors non, pas systématiquement. Après, la crise que nous sommes en train de traverser a montré à quel point l'assurance emprunteur, enfin toutes les formes d'assurance sont très précieuses pour assurer et sécuriser la pérennité des entreprises. Et il n'y a pas d'automatisme. L'entreprise doit-elle justifier de ses choix d'investissement auprès de son banquier? Vous avez déjà plus ou moins répondu, mais rajoutons quand même là-dessus une petite couche. En tout cas, c'est un projet de développement que la banque va financer. Voilà, elle va en conserver 10% sur ses livres, mais surtout, elle est très engagée vis-à-vis des tiers de confiance qui, eux, porteront 90% sur leurs livres. Donc oui, le banquier a besoin d'adhérer au projet de développement de son client. Ça va de soi. Et est-ce que le financement de la croissance externe, oui, on l'a déjà posé tout à l'heure, la croissance externe. C'est un grand oui. C'est un grand oui. Donc, sur ces thèmes d'éligibilité et d'octroi, on a fait déjà un tour. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser sur ce chat. Mais le temps file, hein, donc on est obligé de passer à la suite, de passer au montant, parce que c'est important. Clotilde Kilikini, quels sont les montants à la fois minimum et maximum auxquels une entreprise peut prétendre? Alors, le montant minimum, c'est 2 millions d'euros. Le montant maximum, c'est 100 millions d'euros. D'accord. Est-ce que, en fonction des régimes spécifiques et standards, j'imagine que ça varie? Alors, le régime n'est pas une question de montant prêté à l'entreprise. Enfin, le régime, en fait, va conditionner le montant maximum qui va être autorisé. Donc, vous avez deux régimes. Vous avez un premier régime qui est effectivement le régime standard, où là, on va prendre un indicateur qui va consister à regarder à ce que le PGE, le PPR et éventuellement les obligations n'excèdent pas 25% du chiffre d'affaires 2019 de l'entreprise. Et là, on va être dans ce qui s'appelle un régime simple. Si par contre, la somme de ces trois dispositifs, donc prêt garanti par l'État, PPR, obligations, dépasse 25% du chiffre d'affaires 2019, alors là, on va rentrer dans un régime spécifique qui va nous conduire à regarder d'autres indicateurs dont peut-être Frédéric va vouloir nous détailler maintenant. On s'est dit que ça valait peut-être le coup, Stéphanie, qu'on donne un peu plus de précision. Absolument. Alors, Frédéric, je vous écoute pour des compléments d'infos. Oui, tout à fait. Alors, pour juste une précision par rapport à ce que vient de dire Clotilde, le montant minimum du PPR est de 200 000 euros. Oui, pardon, j'ai dit 2 millions, pardon. Oui, non, mais à force de manipuler tous ces montants, donc c'est bien 200 000 euros le montant minimum. Après, donc oui, sur le régime spécifique, donc si jamais l'entreprise avait souscrit un PGE déjà et qu'elle voulait souscrire un PPR et que la somme du PGE plus PPR plus éventuellement obligation relance était supérieure à 25% de son chiffre d'affaires, il faudrait qu'elle coche au moins, enfin, un des 4 critères suivants. Il faudrait qu'elle puisse prouver qu'elle a eu une baisse de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 5%, ou bien qu'elle a eu une baisse de ses investissements de l'ordre de 10% ou plus, ou bien qu'elle a eu une baisse de son carnet de commandes de 10% ou plus, ou encore qu'elle ait une baisse du recours à la sous-traitance pour 10% ou plus. Donc ça, c'est un des 4 qu'il faut cocher, et c'est sur la base d'une autocertification, c'est-à-dire que c'est une déclaration de l'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, après, il y a deux autres éléments qui sont à cocher. Il y a 2 éléments financiers qui sont à prouver. Le premier, c'est un élément de ratio d'endettement.
En gros, les dettes financières le rapport dette financière sur fonds propres doit être inférieur à 5. Et il faut que le montant du PPR plus l'obligation relance souscrit soit inférieur à 50% des fonds propres. Voilà. Donc, quand vous avez ça, alors oui, effectivement, c'est assez. Il faudrait noter tout ça de façon très, très claire. Donc, tous les chargés d'affaires BNP Paribas sont bien au fait de ce sujet-là. Ne vous inquiétez pas. Donc, si jamais vous rentrez dans ce dispositif-là, et que vous cochez ces critères-là. Ensuite, vous avez le droit à un plafond qui est un peu différent de ceux qu'a donné Clotilde dans le régime spécifique, à savoir que le plafond pour les PPR plus OR, il est de 10% pour les PME et de 5% pour les ETI. Voilà. Et non pas 12,5% et 8,4%. Alors, j'en profite. Oui, j'en profite pour prendre les questions un petit peu à la volée parce que quand elles ont tendance à disparaître, on a du mal ensuite à revenir dessus. Y a-t-il des modalités spécifiques pour les startups? Alors oui, les startups sont absolument éligibles, les sociétés innovantes sont absolument éligibles à ce dispositif, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, elles sont complètement éligibles à ce dispositif. Frédéric, on vous entend un petit peu moins bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, nous reformuler cette réponse que je n'ai pas bien entendue? D'accord, je disais, est-ce que vous m'entendez là? Ça y est, très bien. Bon, donc je disais qu'elles sont absolument éligibles à ce dispositif de prêt participatif relance et que tous nos chargés d'affaires sont là pour les accompagner. Alors, on a une autre question, 50% des fonds propres, y compris PGE? Alors, le PGE est un prêt, comme son nom l'indique, il n'est pas dans les fonds propres. D'accord. Le ratio d'endettement, en revanche, lui, dans les deux critères que je donnais tout à l'heure, dans le cas du régime spécifique, on avait un ratio qui s'appelait dette financière sur fonds propres. Et là, pour le coup, le PGE va dans la partie dette financière, dans le numérateur. Merci Frédéric. Alors, venons-en maintenant aux questions du coût de ce crédit, du taux et de ses garanties, parce que c'est important. Frédéric ou Clotilde, je vous laisse choisir qui a envie de répondre. Est-ce que toutes les banques proposeront les mêmes conditions? Alors, je vais peut-être préciser sur ce point-là. Donc, les banques n'auront pas les mêmes conditions. D'ailleurs, il y a quand même un droit de la concurrence en France et en Europe qui encadre bien ces sujets-là, et c'est tout à fait positif pour les clients qu'il y ait de la concurrence. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que simplement, il y a 3 éléments qui sont communs à toutes les banques dans le taux qui leur sera proposé. Il y a le premier élément, c'est que le fonds PPR, lui, doit servir un rendement minimum à ses souscripteurs, d'accord. Et ce rendement cible, il est de l'ordre de 2%. Qu'il y aura ensuite des frais de gestion de la société, eurotitrisation, et puis des asset managers à l'intérieur de la société de gestion, qui seront fixes aussi. Donc ça sera un deuxième élément qui sera commun à toutes les banques. Le troisième élément qui est évidemment commun à toutes les banques, c'est le coût de la garantie de l'État, la commission de garantie de l'État. Qui est de combien? De 0,90 pour les PME et de 1,80% pour les ETI. Ça, c'est des choses qui sont communes aux banques. Ensuite, il y a des choses qui ne sont pas communes aux banques. C'est comment je vais rémunérer mon risque. Donc, c'est la marge sur le crédit, évidemment. Et puis, c'est comment je vais assurer aussi les coûts de servicing tout au long de la vie du crédit, puisque le crédit, on a dit qu'on le cédait au fonds PPR, au fonds prêt participatif relance, mais c'est pourtant les banques, même si elles en gardent que 10% sur leur bilan, qui vont continuer à opérer tous les trimestres ou à chaque occasion de remboursement les prélèvements d'intérêt, les prélèvements de capital. Donc, ça, c'est un coût et qui sera évidemment pricé différemment selon les banques qui vont participer. Est-ce qu'une grille de taux variable est envisagée ou pas? Alors non, pas du tout. Ce sera vraiment un produit qui sera très standardisé, taux fixe, avec un remboursement linéaire du capital dans les 4 dernières années. Alors, avant d'en venir au remboursement, qui est également un sujet important, j'ai vu passer une question sur les TPE. On parle de PME, on parle de TI. Qu'en est-il des TPE? Alors, comme je disais tout à l'heure, le dispositif, il est vraiment centré sur les PME, au sens de la définition européenne. Donc, c'est plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et les ETI. Alors, est-ce que c'est très grave d'être, entre guillemets, exclu du dispositif PPR? Non, parce qu'il y a quand même d'autres possibilités de financement de ces TPE, et les banques vont être très actives là-dessus. Donc, franchement, même s'ils ne sont pas éligibles au PPR en tant que tel, il y a tout un tas de dispositifs annexes qui permettent de pouvoir les accompagner dans leur projet.
On a la question d'Antoine Chevrier également. En cas de régime spécifique, si le montant éligible est inférieur à 200 000 euros, le client n'a donc pas droit au PPR? A-t-il bien compris? Alors, à ce stade, oui. Donc, à ce stade, oui, mais encore une fois, ça fait partie sans doute des choses qui vont être éclaircies par la doctrine, dans la doctrine administrative qui sera publiée dans les foires aux questions du gouvernement. Et puis, dans tous les cas, on peut leur rappeler de se rapprocher de leur chargé d'affaires pour poser toutes les questions concrètes, parce que chaque entreprise a son identité, c'est presque un cas spécifique à chaque fois, et ça vaut le coup de venir se rapprocher donc de son conseiller. On passe au remboursement, si vous le voulez bien, un autre volet intéressant et crucial même pour une entreprise. Au début de notre live, on a parlé donc de ce PPR qui était sur 8 ans avec 4 ans de franchise obligatoire. Clotilde, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément les modalités de remboursement du prêt participatif relance? Oui, alors tout d'abord, hein, la franchise, les 4 premières années, ça c'est très structurel. Hein, c'est pour le coup, ça fait vraiment partie de l'état d'esprit de ce financement. Et donc à partir de la 5e année, l'entreprise va rembourser de manière linéaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même sur ce… Et après la 4e année, alors après la 4e année, elle rembourse de manière linéaire. Elle peut le faire avec des modalités. Elle peut le faire chaque trimestre, elle peut le faire chaque semestre. Voilà, le déblocage des fonds, lui, se fait en une seule fois. Voilà, le déblocage des fonds se fait en une seule fois. Les intérêts sont payés au fur et à mesure. Ils ne sont pas capitalisés jusqu'à 4 ans. Et la 5e année, on amortit la dette jusqu'à la 8e année. D'accord. Alors, le PPR bénéficie donc de 4 années, on va dire, de différé, de franchise. De différé, tout à fait. Et les intérêts sont-ils capitalisés sur cette période? Donc, vous venez de dire… Non, les intérêts sont payés au fur et à mesure et ne sont pas capitalisés. Et les C'est bien intérêts clair. sont payés dès le début, tout à fait. D'accord. Une question qu'un chef d'entreprise pourrait tout à fait se poser, le PPR peut-il servir à rembourser le PGE? Je crois même que j'ai vu passer la question. Oui, je l'ai vu aussi. Alors, absolument pas. Encore une fois, le PPR, c'est un dispositif qui est prévu pour financer la croissance. Il n'est absolument pas prévu pour se substituer au PGE, qui lui peut s'amortir. Donc, je pense que le meilleur choix dans ces cas-là, c'est d'amortir son PGE et de souscrire un PPR qui doit vraiment, lui, être adossé à un projet de croissance. Ça, c'est les deux dispositifs ont un état d'esprit, si vous voulez, extrêmement différent. La question d'Antoine Choël, alors bon, on passe un petit peu d'un sujet à un autre, à l'instar du PGE, à la même date l'année dernière, la prise en compte du chiffre d'affaires, donc au 31 décembre 2020, sur base d'une attestation expert comptable, est-elle envisagée? On peut le faire. Là, on est vraiment avec le prêt participatif relance en train de financer l'avenir. Donc, évidemment, enfin, et d'ailleurs, on vous demandera peut-être pas toujours l'attestation de l'expert. On va discuter avec vous de votre projet d'investissement. On va discuter avec vous de votre business plan. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on vous demande de formaliser quelque chose par un expert comptable. Lorsqu'on était dans le prêt garanti par l'État, on avait besoin d'être en capacité de prouver qu'on avait apporté le montant qui correspondait bien au chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, on avait éventuellement, on devait avoir une documentation qui nous permette de démontrer qu'on avait bien calibré le montant du prêt garanti par l'État. Là, on est dans le financement de projet et donc tous les éléments que vous pourrez nous apporter, nous les prendrons en compte sans qu'il y ait de nécessité d'apporter une charge de la preuve. En tout cas, à ce stade de la documentation sur la place. Alors, je rebondis sur la question de Sophie Evenot. Est-ce que ce chiffre d'affaires est pris en considération? C'est le chiffre d'affaires du groupe ou par une société du groupe? Alors ça fait partie… Ouais, bah, vas-y. Non. Frédéric Distasio. Oui. Le point est effectivement un point important. Donc, à ce stade, on est vraiment sur des discussions sur ce sujet-là, à savoir que si jamais vous avez un groupe qui a des comptes consolidés, évidemment, et que vous voulez mettre le financement PPR au niveau de la tête de groupe, on prendra en compte les chiffres consolidés du groupe, puisque la holding sera consolidante. En revanche, sinon, dans le cas général, on est plutôt sur des comptes sociaux, donc c'est-à-dire des comptes au niveau de l'entité qui va réaliser l'opération. Dernière question sur les modalités de remboursement de ce PPR, avant de répondre vraiment aux questions du public. Est-ce qu'on peut le rembourser par anticipation? Alors, on ne peut pas le faire pendant la période de franchise des 4 ans, mais on peut le faire ensuite. D'accord, ça c'est sûr, on le sait maintenant. Oui, Okay. Tout à fait.
Très bien. Alors, passons donc aux questions des internautes. Alors, je vais prendre celle de Christine Saurier qui vient d'arriver. En plus de la garantie de l'État, est-ce que vous solliciterez éventuellement d'autres garanties? Non. Non. Non, c'est très clair, non. Il n'y a vraiment aucune garantie qui est associée au PPR. Voilà. C'est très clair. La question de Patrick Bataillard, la syndication entre plusieurs banques est-elle possible? Tout à fait, elle est possible. Voilà, elle est complètement possible. Après, dans la mise en œuvre, c'est forcément un peu plus compliqué parce que ce sujet, pour y travailler avec mes équipes depuis un certain temps, je vois qu'il est quand même déjà difficile sur une seule banque. Donc, j'imagine que quand on va devoir se parler à plusieurs, ça le sera un peu plus. Mais c'est complètement possible et prévu qu'on puisse le syndiquer. Est-ce que les associations et les institutions sont éligibles au PPR? Alors, à partir du moment où vous avez un numéro de sirène et à partir du moment où vous avez un salarié, donc ces deux conditions, vous êtes éligible. Voilà. Donc, ça répond à la question. On a parlé tout à l'heure des investissements immobiliers, mais est-ce que les professionnels du secteur de l'immobilier, eux, sont éligibles? Je pense notamment aux promoteurs. Alors, tout à fait. Il n'y a pas d'exclusion sur ce niveau-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était certaines opérations qui étaient visées, mais les promoteurs sont absolument éligibles au dispositif PPR. Et c'est bien naturel d'ailleurs. En cas de remboursement par anticipation au bout des 4 ans, comme vous le disiez, Clotilde, est-ce qu'il y a des pénalités? Et si oui, quelles sont-elles? Alors moi, ça, je peux répondre, Clotilde. Ce sont des sujets qui sont complètement chauds puisque, vous voyez, on travaille dessus. Il y a des groupes de travail interbancaire et avec les assureurs en ce moment sur ce sujet-là. Alors, il y aura des pénalités dans le cas de remboursement anticipé, évidemment, et qui seront très, très minimes, voilà, vraiment très faibles sur les 4 dernières années. On a une question qui rebondit sur le sujet de l'immobilier. Est-ce que l'accord va être immédiat pour le déblocage, par exemple, dans 2 ans? On pense à l'achat d'un terrain, d'un immeuble, un achat différé. Alors, on est plutôt sur l'idée, c'est quand même d'avoir une distribution qui soit massive et d'un produit qui soit quelque part relativement standardisé. Donc, l'idée, c'est bien le déblocage en une fois et l'utilisation tout de suite. On aura du mal. Par contre, si vous avez des projets qui nécessitent de l'accompagnement sur mesure, on peut tout à fait imaginer un PPR pour une partie de la solution et puis un prêt classique. Et ça, nous le savons faire. Dans le cas d'un prêt classique, nous savons complètement aménager le prêt. Mais l'esprit du prêt participatif relance lui-même est d'être un produit qui soit relativement packagé, si je puis dire. On a une question intéressante. La souscription du PPR implique-t-elle une restriction sur les distributions de dividendes? Alors, à ce stade de la compétition, non. Hormis dans un cas précis qui est un cas de défaut de l'entreprise. C'est-à-dire que s'il y avait un cas de défaut et qu'elle ne peut plus faire face à ces remboursements, bien évidemment, mais ça c'est absolument responsable de la part des pouvoirs publics de penser à cela. Évidemment, il y aura pas de distribution possible dans ce cas-là. Mais sinon, il n'y a pas de limitation. On parlait de la notation tout à l'heure. Est-ce que les clients cotés X0 à la Banque de France pourront souscrire un PPR, comme pour le PGE? Absolument. Il n'y aura pas de restriction par rapport à ça, parce que ce n'est pas une cote restrictive d'ailleurs. Est-ce que le cadre du plan d'affaires est disponible et bien défini? Alors, le business plan, vous voulez dire? Oui. Il n'y a pas l'entreprise doit transmettre, j'imagine, à la banque. Il n'y a pas de template prévu. Chaque projet, ce serait compliqué, pardon, mais Mm-hmm. non, ce serait compliqué. Encore une fois, l'objet du prêt participatif relance peut être de financer, comme on l'a dit, des choses très différentes. Une croissance externe à l'étranger, des investissements productifs pour trouver des nouveaux business, de la transformation digitale. Donc, en fait, chaque entreprise va nous présenter son projet de la manière dont elle estime que c'est la meilleure façon de communiquer avec sa banque. La prise de sûreté est-elle proscrite? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il n'y a vraiment aucune sûreté qui a collé à ce prêt participatif relance. Et c'est ce qui en fait le charme.
On rappelle quelques points clés parce que j'ai l'impression qu'il y a des internautes qui nous ont pris en cours de route et qui reposent donc des questions qui ont été précédemment répondues. Et je leur rappelle bien sûr de se rapprocher de leur chargé d'affaires pour répondre vraiment à leur cas concret. Encore d'autres questions. Est-ce que la rémunération complémentaire se fera à terme en fonction des résultats de l'entreprise? Alors ça, je pense que l'internaute qui nous pose la question fait référence aux critères participatifs qui est dans le prêt participatif. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde, oui, sur le terme participatif? En fait, il s'appelle prêt participatif relance, mais c'est un peu impropre, puisqu'en vérité, le sujet de la participation au bénéfice, comme c'est le cas dans ce produit qui existe depuis la fin des années 70, je le rappelle, il n'existera pas ici. Donc, c'est un prêt participatif sans participation. Voilà. C'est bien de le préciser. Est-ce que le PPR est considéré comme du quasi-fonds propre par la banque, c'est ça? Le PPR est considéré comme Alors, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, dites-nous. Du coup, le PPR est considéré comme une dette longue et patiente. Pas tout à fait du fonds propre, pas tout à fait de la dette remboursable immédiatement. C'est pour ça que moi, on utilise cette formule de dette longue. Mais on est dans de la dette junior, encore une fois, donc qui se rembourse après toutes les autres et juste avant le capital. Mais on n'est quand même pas tout à fait comme des fonds propres. Alors, j'en profite pour répondre à Fabrice Magne. Oui, le coût du financement a été abordé. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un rappel là-dessus, une petite piqûre de rappel sur le coût? Je peux le rappeler. Donc, le coût va être compris entre 4 et 5% en fonction des différents critères que j'ai donnés tout à l'heure. Il faut servir un rendement aux investisseurs du fonds. Il faut payer les sociétés de gestion, etc., qui sont autour du fonds. Il faut rémunérer l'État, puisqu'il y a 0,90% dans le cas d'une PME ou 1,80% dans le cas d'une ETI qui constitue ce prix et qui est à rémunérer à l'État. Puis ensuite, il y a la rémunération de la banque avec la marge par rapport au coût du risque qu'elle estimera. Et puis, évidemment, le coût de servicing, c'est-à-dire le coût d'opération de maintenance des crédits sur la durée de 8 ans. Voilà. Alors, il y a une question d'Alban Cordier, je pense qu'il est DAF. Comment s'intègre le plan d'amortissement du PPR amortissable en année 4 vis-à-vis d'une tranche B qui arriverait à échéance dans 5 ans, par exemple? Alors, je peux peut-être répondre à cette question. En fait, si la tranche B qui arrive à échéance dans 5 ans, elle a probablement été mise en place cette année ou l'année dernière et elle était liée à un projet. Le PPR va être lié à un nouveau projet de l'entreprise. Donc, a priori, si on a une visibilité assez claire sur ce qu'a servi à financer la tranche B remboursable dans 5 ans et sur l'objet du financement du PPR, il ne devrait pas y avoir de problème. Si par contre, il est clair que le PPR ne doit pas avoir pour objet d'apporter de la souplesse pour permettre de faire face à la tranche B. Encore une fois, il faut qu'il y ait un projet derrière le PPR, comme il y en avait a priori probablement un derrière celui de la tranche B. Stéphanie, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet des quasi-fonds propres, parce que je vois que ça revient. Absolument, oui, Bruno Galland nous demande. J'encourage tout le monde à aller sur son moteur de recherche et taper prêt participatif Banque de France. D'accord. Il y a une fiche très bien faite par la Banque de France qui reprend effectivement le caractère ou pas de quasi-fonds propres. Et la Banque de France, elle est assez claire là-dessus. Elle conclut son analyse en disant ce ne sont pas des fonds propres, ni des quasi-fonds propres. D'accord, c'est bien une dette qui est subordonnée, qui est longue et qui permet de rehausser, qui lui permettra elle-même de rehausser d'ailleurs la notation de ses clients. Mais en aucun cas, c'est au sens sensu stricto des quasi-fonds propres. Est-ce qu'un montage en pool sera possible? Alors, on l'a dit tout à l'heure sur la syndication. Donc, oui, c'est possible, même si je ne cours pas après, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, quid du cas des sociétés qui ont fait l'objet d'une opération patrimoniale récente, exemple Obo, mais qui ont un vrai projet de développement? Quelle sera la situation pour elles? On est dans le cas d'un nouveau. Oui, on est dans le cas d'un nouveau projet. Donc, du coup, ils sont éligibles de facto au PPR. Voilà. Alors, le financement du BFR, le besoin en fonds de roulement dans le cadre de son développement, est-il possible? Alors moi, je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, le PPR, lui, il est davantage pour un projet de développement très identifié.
Le BFR, ça c'est une vraie réalité quand on est effectivement en reprise, mais c'est plus le BFR, c'est plus une conséquence d'un développement et d'un projet qui va être accompagné par le PPR. Pour le BFR, moi je voulais juste en profiter. Enfin, là, les banques auront aussi leur rôle à jouer en financement court terme et je voulais juste en profiter. Il y a quand même un outil qui est fantastique quand on a un BFR qui démarre très fort avec une reprise des commandes et ça s'appelle l'affacturage. Toute dernière question, juste pour être sûr dans les questions très concrètes. Dans le régime spécifique, quels fonds propres sont à prendre en compte? L'exercice 2020 ou celui de 2019? Je dirais que ce qu'on va nous demander, c'est les chiffres les plus frais. D'accord. Faute de mieux, on prendra les derniers. Nous arrivons donc au terme de ce live spécial sur le prêt participatif relance. Merci beaucoup Clotilde Kilikini et Frédéric Distasio pour toutes les informations précieuses à propos de ce PPR, ce dispositif donc qui va être lancé dès le 16 avril, on le rappelle, chez BNP Paribas. On imagine que là, vos chargés d'affaires sont dans les starting blocks. Ils sont déjà formés. Est-ce qu'ils peuvent déjà accueillir du public? Oui, ils en ont déjà parlé. Ils ont déjà recueilli des marques d'intérêt. On leur a demandé d'aller voir nos clients pour leur en parler. Ils ont beaucoup de marques d'intérêt et ils sont prêts. Il faut que vous alliez les voir dès maintenant si vous êtes intéressés. Voilà. On a commencé à former les équipes à partir de février. On a un deuxième round de formation des équipes qui a commencé cette semaine, la semaine passée, pardon. Voilà, les marques d'intérêt, comme l'a dit Clotilde, on est plutôt assez confiant. Voilà, on a plus d'1,5 milliard là, de marques d'intérêt. On a 1500 clients qui sont déjà manifestés positivement vis-à-vis du PPR. Donc voilà, je pense qu'on est bien parti, on est bien lancé et c'est bon pour l'économie, bon pour la France et bon pour tout le monde. Et c'est plutôt encourageant et positif, effectivement. Merci à tous les deux. Merci aux internautes. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de BNP Paribas pour connaître vos critères, enfin vos conditions d'éligibilité. Merci encore. Si vous avez des questions, bientôt beaucoup d'infos sur le site. D'ici le 16 avril, tout sera en ligne. Absolument. Absolument. Et puis, si jamais des internautes souhaitent avoir des clarifications, évidemment, les chargés d'affaires sont là. Et puis, et nous sommes là sur LinkedIn aussi. Donc, voilà, vous pourrez nous envoyer des messages privés. On essaiera d'y répondre le plus que nous pourrons. Merci Frédéric Distasio. Merci Clotilde Kilikini. Merci. Au revoir. Bonne journée. À bientôt donc. Au revoir. Merci, à bientôt. Très bientôt.